Vous pouvez démarrer. Parfait. Écoutez, ben, merci beaucoup et bienvenue. Hem, alors effectivement, l'idée est de pouvoir échanger, librement, hein, sur, l'IA. On a la chance, de disposer, d'un expert qui est, à l'échelle mondiale, reconnu, qui est David Espès. David Espès qui est donc professeur des universités. David, peut-être je te laisse, te présenter et voilà, expliquer un peu ton parcours, ce que tu fais, notamment dans le domaine de l'IA, évidemment, et puis tes spécialisations. Ça marche, merci Patrice. Donc déjà bonjour à tous, donc effectivement je suis David Espès, je suis professeur des universités, alors à Brest, à l'UBO et donc j'ai différentes casquettes on va dire, au niveau parce que mes activités de recherche sont quand même très orientées vers la cybersécurité, mais pas que, donc beaucoup sur l'IA et donc je suis responsable, au niveau du pôle d'excellence cyber, on va dire des groupes recherche, donc des groupes de travail recherche qu'il y a. Et également, je suis responsable d'une équipe de recherche. Donc, ça s'appelle l'équipe Iris et on fait partie d'un laboratoire, un gros laboratoire, à peu près 400, entre 400 et 500 personnes et donc je suis responsable d'une équipe en cybersécurité. Donc effectivement ici, pourquoi l'IA? Donc c'est vrai que, nous, on a tendance à beaucoup l'utiliser, hein, que ce soit en termes de cyber ou sur des activités plus larges, principalement pour, la détection d'anomalies, dans un sens large. Et donc on se retrouve justement à devoir, concevoir, on va dire des algorithmes d'IA spécifiques, adaptés donc je pense qu'on aura le temps d'en revenir, d'en discuter, qui doit bien entendu prendre en compte qui vont utiliser des données, de divers utilisateurs et donc potentiellement, on devra respecter que ce soit la législation, avoir des modèles adaptés performants, pas trop gourmands en énergie des fois. Donc voilà, donc ça on pourra revenir et discuter de ces aspects-là. Mais peut-être tout d'abord, 1 question, mais peut-être à nos participants. Est-ce que vous avez déjà utilisé l'IA? Ça, c'est peut-être la première question. Vous pouvez y répondre par chat. Et la deuxième question qui s'adresse, à David, c'est est-ce que tu pour que tout le monde soit d'accord sur l'IA, parce que c'est quelque chose de général et générique, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est l'IA? Alors, oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça on va dire que c'est devenu ça commence à rentrer dans les utilisations quotidiennes, hein. On le voit bien, on parle de plus en plus de ChatGPT et consorts. Donc on voit bien qu'il y a une popularisation qui est en train de se faire de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau, hein, ça date d'il y a longtemps. On va dire déjà dans les années 80, c'était déjà on avait des choses qui se faisaient. On avait déjà pas mal d'activités de recherche qui étaient sur ces aspects-là et on va dire, peut-être, la grosse limitation qu'on avait, c'était la puissance de calcul. Et donc aujourd'hui avec on va dire les puissances de calcul phénoménales qu'on a, on a pu utiliser des algorithmes, on va dire, d'intelligence artificielle, qui permettent de traiter beaucoup plus de paramètres qu'avant et donc de pouvoir, inférer, donc de pouvoir faire des liens entre ces différents paramètres et pas toujours forcément évident pour l'humain. Donc ça, on verra que la cohabitation IA humaine n'est pas toujours évidente, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'IA, on parle souvent de réseaux de neurones, donc ce qu'on appelle du deep learning. Mais il y a énormément d'autres approches, hein. Il n'y a pas que celle-ci, mais on va dire que c'est celle qui est la plus courante et justement parce qu'on a des, puissances matérielles qui nous permettent de les utiliser et de les utiliser sur, de très, très grands modèles et donc si on reprend ChatGPT on est sur des modèles qui sont très, très complexes et qui vont, justement prendre en compte plusieurs milliards de paramètres et bien entendu, qui dit puissance de calcul phénoménale dit forcément consommation énergétique importante. Donc voilà, aujourd'hui, ça se popularise de plus en plus du fait que, les assistants conversationnels qu'on a, il faut reconnaître qu'en quelques années, ils ont fait
ils ont fait un bond assez phénoménal en termes de performance et en termes d'interaction avec l'humain. Parfait. Merci. Donc, je vois qu'on a déjà des utilisateurs, je vois dans le chat qu'on a des utilisateurs d'IA. Alors, peut-être que les personnes souhaitent répondre sur l'appréhension qu'elles ont avec l'IA. Si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas. Hein. Donnez votre avis sur voilà, comment vous interagissez d'ores et déjà avec l'IA. Je vois que Dominique euh, ou, alors, c'est L35 qui, qui, qui se sert de l'IA. Peut-être vous souhaitez témoigner. David, simplement, en attendant les réponses, peut-être, du coup, pour une entreprise, quels conseils tu peux donner avant de passer directement à l'IA? Parce qu'aujourd'hui, on a des personnes, des salariés, et c'est normal, hein, parce qu'on a nos téléphones personnels, notamment dans l'entreprise, et on peut être tenté d'utiliser, par exemple, ChatGPT dans le cadre professionnel depuis notre mobile personnel. Et donc, quel conseil tu donnerais à une structure qui souhaite intégrer l'IA dans ses activités, dans son organisation, et quelles sont les étapes et quels sont les points de vigilance? Alors, juste peut-être pour rebondir avant de répondre à ta question, Patrice, juste pour rebondir peut-être sur la non-utilisation de l'IA. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, souvent quand même, c'est intégré dans des outils, donc on a l'impression de pas forcément l'utiliser, mais il y a quand même souvent une IA qui est présente et qui permet, souvent d'apporter en tout cas d'automatiser certaines tâches, pour, l'utilisateur. Et donc aujourd'hui, on voit bien, hein, que ce soit dans les domaines de l'aide à la décision, par exemple, ou des choses comme ça, des outils qui vont nous apporter du conseil. Typiquement, ce sont des outils qui sont à base d'IA. Alors, c'est vrai qu'il y a différentes variétés d'IA et donc on a des approches qui sont plus orientées vers la sémantique, par exemple, et donc qui vont nous permettre de pouvoir créer, en tout cas, de pouvoir nous donner de l'information, nous apporter l'information contextuelle en fonction de notre environnement. Et donc on voit bien qu'au final, c'est quelque chose qu'on utilise assez régulièrement. Il suffit de voir sur, alors je ne sais pas si vous avez des petites, box chez vous, qui permet de hop, quand vous dites un mot, par exemple, je sais pas sur un iPhone, vous dites, Siri, hop, ici c'est les aspects, la détection vocale typiquement, ce sont des choses qui sont faites à base d'IA. Donc voilà, donc on voit bien qu'on l'utilise de plus en plus, au quotidien. Ça commence à devenir la norme. Alors on a l'impression de ne pas pouvoir l'utiliser parce qu'on n'est pas directement impliqué dans cette utilisation-là. On est, en plus on va dire entre guillemets «on le subit». Mais aujourd'hui, vous prenez un standard téléphonique sur un service quelconque, vous voyez bien qu'on a tendance à vous poser des questions et à vous dire: «Alors, dites, votre recherche que vous souhaitez», et donc ça, toute la détection, on va dire, vocale se fait à base d'IA. Donc le périmètre de l'IA aujourd'hui est extrêmement large et on le retrouve dans quasiment tous les domaines d'activité. Ouais, justement, comment on peut, parce que effectivement, on a du ChatGPT, du vocal, etc. Mais par exemple, au niveau industriel, effectivement, il y a des robots. On a aujourd'hui, au niveau logistique, un grand travail sur les voitures autonomes ou véhicules autonomes, hein, de manière générale. On a également des drones dans l'espace aérien ou dans l'espace maritime. Et du coup, quelles conditions, par où commencer, ou mais quelle IA on choisit, parce que l'IA, on voit bien qu'il y a plusieurs formes, plusieurs usages, plusieurs conditions. Enfin, voilà, comment y voir clair, et voilà, comment on fait? Alors, c'est vrai que, c'est pas toujours évident, hein, ça dépend vraiment du contexte, dans lequel on va se situer, donc dans le domaine applicatif. Si on prend le véhicule autonome, ici, l'IA, elle s'applique majoritairement à du traitement d'image. Donc pour reconnaître, par exemple, les différents panneaux qu'il y a sur le bord de la route, pour reconnaître, les situations à risque, et cetera. Donc, ici, c'est vrai qu'on a tendance à utiliser de l'IA pour ce type d'application-là. Souvent, on a de l'IA pour la détection d'images, pas que, mais
On le trouve dans énormément de domaines, mais en tout cas, un des grands secteurs où elle est énormément employée, c'est dans ce domaine-là. Après, on l'a vu sur les approches de détection vocale, ce sont des choses qui sont déjà présentes. Pour une entreprise, la question qu'il faut se poser, je pense, et qui est la plus pertinente, c'est, le besoin d'automatisation et d'automatisation de certaines tâches. Si je reprends par exemple, alors là, je sais pas, quels sont les domaines applicatifs des personnes présentes, mais si je reprends par exemple, une industrie qui se veut manufacturière, ici, ben, on va se retrouver avec l'IA qui a un potentiel qui est très important. C'est-à-dire qu'il peut, venir, détecter certaines situations, venir réaliser certaines tâches en tout cas automatiser la réalisation de certaines tâches. Et après on a la limitation de la robotique. Aujourd'hui, si on voit bien, par exemple, si on prend Amazon, on voit que dans les entrepôts, il commence à y avoir peut-être de plus en plus de robotique. Mais à côté de ça, on voit bien que la partie humaine, pour l'instant, la robotique, elle est peut-être pas autant efficace que l'humain est en capacité de faire d'un point de vue gestuel. Et donc ça, bien entendu, aujourd'hui, je dirais, sur l'IA, on voit bien qu'il y a de moins en moins de limites. Il y en a, hein, bien entendu. Est-ce que j'aurais confiance aujourd'hui de monter dans un véhicule autonome? Je vous dirais clairement non, à cause des limites de l'IA. Mais à côté de ça, on voit bien que dans un très grand nombre de situations qui sont, on va dire, qui sont assez cadrées, qui sont dans un environnement clos, là, l'IA est très performante. Et donc aujourd'hui, si on reprend par exemple un entrepôt d'Amazon, la grosse limitation, c'est pas forcément l'IA, c'est la robotique qu'il y a derrière. C'est-à-dire comment faire en sorte de pouvoir, à faible coût, avoir, de la gestuelle qui ressemble à celle de l'humain ou en tout cas qui est adaptée aux conditions de travail sur lesquelles on veut les faire opérer. Donc, je dirais la limitation elle est plus là. Mais ça va se combler, hein, ça évolue très vite. Parfait. Merci David. Je vois qu'une personne qui utilise l'IA dans le chat, je vois que une personne qui est en situation de handicap moteur utilise l'IA pour générer des visuels et peut-être vous pouvez nous en dire plus, madame ou monsieur, sur votre utilisation, en tout Alors cas peut-être très là, intéressante. il faut pas hésiter peut-être à apprendre à utiliser le micro, ce sera peut-être plus simple que de taper dans le chat. Ouais, tout à fait. N'hésitez pas à intervenir directement, hein, de manière audiovisuelle, il n'y a aucun souci. Justement, David, comment l'IA peut compenser et nous augmenter? Justement, si on rebondit sur le témoignage, l'IA et justement des personnes qui ont besoin de retrouver une validité ou tout au moins une aide. De quelle manière justement ça vient nous aider dans notre travail, mais également pour notre quotidien, pour des personnes là, telles le témoignage, comment l'IA peut faciliter la mobilité, l'inclusion et redonner, par exemple, de la mobilité. Voilà. Ouais. Alors c'est vrai que, l'avantage de l'IA, j'aurais tendance à dire, c'est qu'elle peut potentiellement, une fois qu'elle a alors il faut qu'elle soit entraînée pour, mais une fois qu'elle est entraînée pour, elle peut s'adapter vraiment à la personne sur laquelle elle a été formée. Si par exemple vous prenez, la détection d'écriture sur un système d'exploitation, donc sur Windows par exemple, typiquement elle va avoir une phase d'apprentissage en fonction de, on va dire, d'erreurs qu'elle a commises. Elle va avoir une phase d'apprentissage sur lequel elle va pouvoir, venir détecter de mieux en mieux les lettres et après de mieux en mieux l'écriture de la personne. Donc ça, c'est un exemple en tant que tel et ça, donc on voit bien que l'IA, avec les erreurs qu'elle commet, elle arrive tout de même à s'améliorer dans le fil du temps parce qu'elle apprend par, ce qu'on appelle on donne souvent des récompenses, donc ça, c'est le système d'exploitation qui le fait. Mais il récompense lorsqu'elle réussit correctement et lorsqu'elle échoue, ben, il réduit ces récompenses-là. Donc elle arrive à s'adapter en fonction de ce qu'on veut lui faire faire. Et ça, c'est pareil lorsqu'on a des personnes qui ont un handicap. Aujourd'hui, bah, typiquement, on va retrouver ce type dans l'environnement qui est quotidien. On va venir, par exemple, apprendre les habitudes de la personne
et pouvoir déceler, par exemple, potentiellement, les problèmes qu'il peut y avoir dans ces changements d'habitude-là. Donc par exemple, nous, on travaille avec CARPAP, donc l'Institut CARPAP, à Lorient. Donc on travaille plus sur la protection de la vie privée parce que forcément ça engendre, récupérer de l'information sur des données, on va dire biométriques d'une personne. Il y a forcément c'est des données de santé, donc il y a forcément un critère de vie privée qui est très important. Mais c'est vrai qu'on va venir justement, faire en sorte d'apprendre l'usage des personnes dans leur environnement. Donc c'est souvent des environnements qui sont assez équipés, hein, en termes de domotique ou autre aujourd'hui. Et justement, on va venir, déceler si la personne, d'un point de vue rééducation, ben, va mieux, elle arrive à réaccomplir des gestes qu'elle ne faisait plus au quotidien. Et donc voilà, on arrive à apprendre en fonction de l'environnement, on arrive à à à savoir précisément si, bah, si la personne, d'un point de vue convalescence, va de mieux en mieux. Donc parce que souvent il y a un isolement qui peut se faire. Ça, on le voit bien sur les personnes dépendantes qui sont âgées, par exemple. On voit bien qu'elles peuvent être, isolées chez elles, et ça, c'est des comportements qui, avant, on avait du mal à les détecter, où aujourd'hui, on va pouvoir, venir les détecter et donc apporter du lien, on va dire favoriser du lien avec l'entourage proche, par exemple, ou faire en sorte que, on retrouve justement, un meilleur niveau de vie que ce qu'on pouvait avoir aujourd'hui, quoi. Et du coup, effectivement, dans cet exemple, tu montres, quelque part la contradiction ou tout au moins la difficulté d'intégrer, les données qui viennent alimenter l'apprentissage de l'IA et les données personnelles, les données de santé, les données sensibles. Parce qu'effectivement, à travers ton exemple, on a les habitudes de vie, on a du coup, aussi la possibilité de prédire un certain nombre de choses. Et comment, une entreprise ou, une structure, peu importe, association et cetera, qui souhaiterait, œuvrer, comment, elle arrive à gérer, les contradictions des textes réglementaires et l'usage de l'IA. Comment faire et c'est pas simple. Alors non, c'est effectivement, c'est pas forcément simple. Alors si je reste sur le domaine médical, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir principalement des modèles qui seront des modèles d'IA qui seront très, très conséquents et qui seront exécutés dans le cloud. Ça, on le voit bien, hein, sur à peu près, la plupart, par exemple, quand vous utilisez ChatGPT, vous envoyez votre requête à ChatGPT, donc sur les serveurs qui sont très probablement à l'étranger. Hem et donc là, typiquement, on se retrouve avec des données, contextuelles, donc des données qui peuvent avoir un impact sur la vie privée, ou en tout cas, en termes de confidentialité, qui peut avoir un impact réel sur la confidentialité, qui sont externalisées, et donc ces données-là, on en perd la maîtrise dans un certain sens. Aujourd'hui, ce qu'il va y avoir en termes lorsqu'on essaye de garantir cette confidentialité ou cette vie privée, il y a 2 approches qui vont pouvoir être réalisées. Soit on utilise des modèles qui sont plus petits et qui restent purement en local, soit on commence à le voir arriver sur, de nombreux appareils où il y a une phase d'analyse qui se fait directement en local, et donc on n'externalise pas forcément la donnée. Mais étant donné que ce sont des modèles d'IA qui sont plus petits, forcément ce sont des modèles qui sont moins performants que ce qu'on pourrait avoir dans le cloud. Donc ça, c'est un 1er élément, c'est un premier point, et donc on commence à essayer de voir justement, on parle d'IA frugale, justement pour avoir des modèles qui puissent être embarquables sur nos objets connectés, par exemple sur notre smartphone ou autre. Et ça nous garantit quand même une certaine confidentialité, donc nous offrir un service, mais en garantissant une certaine confidentialité sur nos données. Et inversement, on va avoir d'autres approches qui vont consister à légèrement modifier la donnée. Donc ça, c'est par exemple quand on travaille sur des données de santé, on peut pas vraiment externaliser la donnée brute d'une personne en termes de données biométriques, hein, par exemple un rythme cardiaque ou autre, ou en tout cas, il faut qu'il y ait un consentement qui soit très, très fort. Parce que directement avec ces données-là, on arrive à retrouver assez facilement le type d'handicap, le type de maladie, hein, par exemple si la personne a un cancer ou autre, et on arrive, surtout si on a des informations de localisation ou autre, on arrive à pouvoir discriminer vraiment la personne, on arrive presque à retrouver son nom et son adresse. Donc on arrive quand même à avoir des informations, très, très précises sur une personne.
Et on sait bien que ces données qui sont externalisées, par exemple, si on prend des données de santé, mais indirectement, en fonction de la législation, on peut avoir ces données qui soient revendues à d'autres entreprises, par exemple des entreprises d'assurance ou autres, qui sont très friands sur le type de maladie qu'on pourrait avoir. Donc là, typiquement, on voit bien qu'il y a une difficulté. Et là, ce qu'on vient faire, c'est apporter un biais sur la donnée qui est transmise. Donc, c'est-à-dire qu'on va rajouter un certain bruit de telle manière à ce que la donnée, on ne puisse pas retrouver précisément une personne, mais on va savoir quel est le type de catégorie de la personne, par exemple que la personne a une certaine maladie. Mais par contre, on ne saura pas pouvoir discriminer jusqu'à qui est la personne. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. Ce qui nous rassure. Du coup, concernant les emplois, c'est une question qui est évoquée régulièrement. Est-ce que les IA vont-elles prendre justement nos emplois ou est-ce que l'IA va compléter nos emplois ou va en créer? Alors, ça, c'est une bonne question. Aujourd'hui, je dirais il y a énormément enfin, voilà, là où l'IA est très forte, c'est sur l'automatisation de tâches simples. Donc là, je vous dis, l'IA, elle est très performante. Elle permet de réaliser certaines tâches de manière très, très rapide. Aujourd'hui, je vous dirais dans un temps court, à quelques années, alors que temps court, c'est quelques années, c'est très court, hein, on va dire, on va dire à 5 ans, quoi. Je dirais qu'elle va pas forcément faire disparaître des emplois, étant donné parce que les tâches qu'on peut automatiser, la robotique, elle est pas encore forcément là. On a de la robotique, sinon très onéreuse. Donc je dirais dans un premier temps, dans un temps court, c'est pas forcément le cas, ça va pas faire disparaître et au contraire, ça va en créer et ça en crée beaucoup, hein. Parce que derrière, il y a aujourd'hui, si on regarde les entreprises, elles emploient de plus en plus de data scientists, donc des gens qui sont aptes à former des modèles en fonction des données, ou des services que veut proposer l'entreprise. Donc là, on voit bien qu'aujourd'hui, on est en termes de création d'emplois, on est en plein boom et donc on est plus, je dirais, dans une étape positive que négative. Typiquement à terme, ça risque de changer. Malheureusement, mais si on regarde certains services, si je vois par exemple, les entreprises qui font du, développement logiciel, typiquement une IA qui est bien guidée, bah, aujourd'hui elle arrive quand même à proposer à implémenter, à faire un code pour un pour un programme, logiciel, hein, qui 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 est proche de ce que ferait un humain qui est très compétent. Par contre, il faut qu'elle soit guidée. Elle est pas en capacité de pouvoir le faire tout seul. Donc là, il faut quand même des gens qui restent avec encore une bonne compétence métier, parce qu'il faut qu'elle puisse le guider de la manière, la plus appropriée. Mais par contre, après la génération de code, si je prends la génération de code par exemple, pour tous ceux qui font du développement informatique, on voit que si on arrive à bien guider l'IA, elle nous sort quand même des codes qui sont très, très propres. Et donc là, typiquement, ça, c'est un type d'emploi qui va être bouleversé dans les années qui viennent. Parce que, justement, on va être de plus en plus adapté à pouvoir l'utiliser et si on a une bonne compétence métier, on arrivera effectivement à être beaucoup plus compétent sur certaines tâches. Voilà, donc aujourd'hui, je dirais, on est encore peut-être un peu jeune sur certaines technologies pour, vraiment avoir une disparition de certains emplois. Demain, je dirais que ça sera pas forcément le cas, ça sera peut-être l'inverse. Oui, justement et du coup, qui va contrôler la machine? Parce que, quelque part, il y a un code autonome, un code, qui peut être, un nouveau code d'ailleurs incompréhensible par l'homme. Ça me fait penser aux travaux de Google, il y a quelques années, il y a même plus de 10 ans. Dans les labos de recherche, il y avait 3 IA, qu'ils ont totalement libérés et 2 IA ont créé, des codes et un langage, qui étaient, d'ailleurs incompréhensibles par l'homme et du coup, est-ce qu'on risque pas à un moment de perdre les clés du cadenas? Alors ça, alors c'est vrai qu'on a tendance à penser que l'IA est très, très intelligente, mais aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, hein. Alors on appelle l'IA parce Aujourd'hui? qu'effectivement, c'est de l'intelligence artificielle. Hem,
Elle a énormément progressé. Par contre, est-ce qu'elle est apte à accomplir des choses sur lesquelles elle n'a pas été entraînée? Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc les modèles sont quand même très adaptés à ce qu'on veut leur faire faire, en fait. Donc c'est-à-dire que l'humain derrière les oriente énormément, donc c'est-à-dire qu'il conçoit ces modèles-là de telle manière à répondre à un service donné. Ce qu'il faut voir, sur cette partie-là, ça va être, et ce qui peut être, en tout cas important, c'est la confiance qu'on va avoir potentiellement, dans l'IA et ça, c'est quelque chose qui est important à bien comprendre. Par exemple, si on prend certains opérateurs qui aujourd'hui, si je reprends par exemple un opérateur en cybersécurité, typiquement, il va utiliser l'IA, hein, parce que ça va être avec l'IA qu'on va détecter les cyberattaques ou autres et à côté de ça, bah, l'IA, elle réussit très souvent, mais parfois elle échoue. Donc par exemple, si je vous donne, nous, sur les algorithmes de détection d'attaque qu'on fait au laboratoire, le taux de réussite de l'algorithme, c'est près on détecte les attaques à de l'ordre de 99,95. Donc ça paraît quelque chose de phénoménal. On se dit: «Waouh, c'est faramineux» et à côté de ça, on a toujours certaines attaques qui vont être difficiles à détecter parce qu'on va jouer avec les défauts de l'IA. C'est-à-dire que l'IA, elle a tendance à créer certaines catég à regrouper certains éléments en catégories et dès qu'on est à la frontière de différentes catégories, elle sait plus trop, elle a tendance à se tromper. Elle se trompe très peu, mais tout de même, elle se trompe et donc quand on analyse énormément de données, on voit bien que le faible pourcentage qu'on a de non-réussite, au final, c'est un pourcentage qui est très, très important et donc on a tendance à donner des fausses informations à l'opérateur et ça influe sur la confiance qu'on a à l'IA. C'est-à-dire que l'opérateur, quand il va se rendre compte qu'elle se trompe, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'événements réseau, elle se trompe, 1 fois par million. On se dit: «Beh, 1 fois par million, c'est pas grand-chose». Mais sur des, millions d'événements qui arrivent par seconde, beh, au final, elle va se tromper toutes les secondes. Et ça, pour un opérateur, c'est difficile à concevoir parce que pour lui, ça va beh, on va dire, le mettre en erreur, en échec, parce qu'il va se dire: «Beh, tiens, je fais confiance à l'outil, on me garantit que cet outil, il est très performant» et à côté de ça, de temps en temps, beh, il va se tromper et ça va demander un travail beaucoup plus important à l'opérateur parce qu'il va se dire par exemple, il va se dire: «Beh, tiens, c'est telle cyberattaque» et en fait, c'est une toute autre et la réaction qui doit être faite, elle est complètement différente. Et ça, c'est tout aussi vrai pour les véhicules autonomes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les modèles qu'on a qui sont embarqués sont très, très performants et dans de nombreuses situations, mais le modèle est beaucoup plus, efficace que je dirais qu'un humain pour conduire. Il fera moins de fautes. Mais dans certaines situations complexes, de luminosité ou des choses de ce type-là, ben, on va se retrouver avec un modèle qui va ne pas trop savoir. Il va pouvoir se tromper de catégorie et donc justement, il va pouvoir faire en sorte, d'indiquer en erreur le conducteur et donc si le conducteur n'est pas vigilant, aujourd'hui, bah, typiquement, ça peut avoir des situations qui sont très, très à risque. Donc voilà, donc ça c'est on voit bien, il y a une IA qui est très performante, mais qui fait défaut sur certaines parties. Ça sera comblé dans les années à venir, probablement avec, la montée en puissance. Ça pourra uniquement être fait par des modèles de plus en plus complexes, qui ont des réseaux qui sont beaucoup, beaucoup plus gros. Mais ça sera pas dans l'immédiat. C'est-à-dire, ça sera probablement, si on parle de véhicules totalement autonomes, enfin moi je dirais que c'est pas avant, 30 ou 40 ans, quoi. Facile. Et du coup, effectivement, la montée en puissance des capacités d'IA, on pense nécessairement à l'impact environnemental, l'impact, énergétique. Hem, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Parce que c'est vrai que ça commence à émerger l'impact, environnemental, lié au numérique. Il y a tout un tas de réglementations et cetera, mais, vu la vitesse croissante, de l'IA, des stockages des données et cetera, enfin et des enjeux, du coup, comment on mesure ça et comment on accompagne en fait cette croissance, de toute façon qui est lancée. On a sorti le génie de sa bouteille, hein. Il Ah là, rentrera plus c'est dans sa effectivement. bouteille. Non, je pense que là, c'est difficile de revenir en arrière. Aujourd'hui, il faut pas on va dire, il faut pas aller dans ce sens-là. Il faut se dire comment on adapte l'IA à notre environnement, comment on peut l'utiliser de manière efficiente
Mais effectivement, un retour en arrière, ça sera compliqué à réaliser. Enfin, en tout cas, ça serait pas forcément crédible et je suis pas sûr que ça serait bienvenu. Ici, typiquement, alors c'est une vraie difficulté, hein. Si on prend les modèles comme ChatGPT, enfin tous ces modèles-là, qui sont des modèles, comme je disais, qui sont très, très gros, très conséquents, plusieurs milliards de paramètres, et donc c'est ce qu'on appelle des LLM, hein, donc des, large language models. Ici, typiquement, ce sont des modèles qui consomment énormément, mais vraiment énormément. Hem, alors à côté de ça, on peut se dire: «Très bien, il» voilà, bon, d'un point de vue écologique, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais à côté, les services qu'ils rendent aussi sont des services qui vont devenir de plus en plus importants et je doute qu'à un moment donné, on pourra s'en passer. Mais en tout cas, la consommation énergétique de ces modèles est très, très conséquente. Ici, ce qu'on est en train de voir, on est en train de voir que, hem, sur certains usages, on revient en rétropédale un peu. On revient un peu en arrière et de plus en plus, on commence à regarder ce qu'on appelle l'IA frugale. Mmh. C'est-à-dire qu'on va pas essayer de faire une IA qui sera compétente pour, tout type d'applicatif. Ça n'a au final, ça n'a pas grand intérêt. Et donc, on va plutôt essayer de faire une IA qui soit spécifique, dédiée à tel service qu'on veut proposer. Et donc là, forcément, en faisant ça, on va revenir sur des modèles qui sont plus petits et qui peuvent être moins consommateurs en énergie. Si par exemple, on prend les véhicules autonomes, typiquement, on se retrouve avec des modèles qui sont embarqués dans le véhicule. Pour l'instant, on n'en voit pas d'images à travers le réseau. À terme, ça se fera, hein, probablement parce qu'il y a certaines situations où les modèles qui sont plus petits ont du mal à détecter. Et donc, c'est pour ça que sur certains éléments, parfois, ils se trompent. Et donc, à terme, lorsqu'on aura un réseau, on va dire, de connectivité qui sera sur l'infrastructure, qui sera assez robuste et assez bien implanté, probablement, on enverra certaines images, on a du mal à détecter, on a un taux de confiance qui est pas très important. On la verra être détectée dans le cloud et hop, lui nous donnera un résultat plus précis. Mais ici, typiquement, on va se retrouver justement avec des modèles qui sont de plus voilà, pour certains services, on va essayer de les embarquer, donc avoir des modèles plus petits et donc forcément moins consommateurs en énergie. Après, il faut bien voir aussi une autre chose, c'est, que la consommation énergétique est très, très dépendante du matériel. Et là, on voit bien que ces dernières années, on a des matériels qui deviennent, très, très performants. Alors, c'est des matériels qui sont faits uniquement pour la parallélisation, parce que ce sont des modèles qui se parallélisent très, très bien. Donc c'est pas des modèles qui pourraient enfin, ce sont pas des architectures matérielles qui pourraient faire tourner nos PC, hein, pas du tout, hein. Parce qu'au contraire, nos systèmes d'exploitation, nos applications se parallélisent pas si bien que ça. Mais par contre, un réseau de neurones se parallélise très, très bien et donc on va faire des architectures matérielles vraiment très spécifiques pour ce type d'algorithme, pour ce type de modèle et ces architectures matérielles sont très peu consommatrices. Moi, je vois, nous, au sein du laboratoire, on utilise des architectures qui sont programmables, dans ce qu'on appelle des FPGA et typiquement, ce sont des architectures qui consomment très peu, quelques watts et par contre qui permettent de paralléliser énormément ce type de réseau. Donc c'est-à-dire d'effectuer énormément de tâches en parallèle et ça, c'est ce qu'on a besoin sur ce type de modèle-là. Donc voilà, donc effectivement, on va retrouver des matériels très spécifiques pour ces environnements-là, pour ce type de modèle, qui seront des matériels qui n'ont rien à voir avec les ordinateurs qu'on peut avoir aujourd'hui. Nous, en termes de grand public, on a des matériels qui sont, très, très adaptés aux besoins que possède l'IA. Donc, on va vers une IA soutenable. Je vois une question de Olivier Boutin qui pose la question de savoir si on a une source fiable regroupant les consommations d'énergie des IA génératives les plus connues. Est-ce qu'on a une source fiable sur le sujet? Alors ça, c'est difficile à dire, c'est pas des données que les les grands groupes vont fournir, vont donner. Hem, Par contre, ce qu'on on peut déduire la consommation énergétique du coût qu'a l'IA de manière journalière et si on prend par exemple, OpenAI, c'était le coût de leur, de ChatGPT, c'est le coût qu'il y a, c'est à peu près, 1 000 000 par jour. De coûts et donc on voit bien que typiquement ce coût-là, il est majoritairement alors c'est sûr qu'il y a une rentabilité des serveurs qu'il y a derrière, hein,
à un instant T, un amortissement, mais c'est surtout sur un coût énergétique. Donc on voit bien que ça consomme énormément. Mais par contre, le nombre de requêtes aussi qui est fait est extrêmement important. Donc voilà, donc ça aujourd'hui c'est difficile à savoir, à donner un nombre Oui. de watts par requête. Par ailleurs, juste pour compléter ta réponse, il existe notamment sur le portail numériqueresponsable.gouv des logiciels qui permettent de mesurer à la fois le cloud, les énergies, les serveurs, les stockages, etc., divers et variés. Donc peut-être si monsieur Olivier Boutin développe peut-être des solutions, il peut effectivement enclencher et brancher un certain nombre d'outils qui permettent d'avoir un aperçu des consommations énergétiques. Du coup, l'autre question que j'ai envie de te poser, David, quels sont les coûts, pas seulement environnementaux, mais vraiment les coûts financiers d'introduction de l'IA et évidemment les avantages également financiers en termes de productivité, de compétitivité, d'innovation, etc. Parce que ça, c'est quelque chose qui est souvent oublié. L'introduction de l'IA a un coût à la fois matériel, à la fois de formation, etc. Donc, coût et gain pour Alors, toi. c'est sûr que, on l'a vu, on a parlé du coût que ça peut avoir sur ChatGPT. Mais après là, on est quand même sur, des entreprises qui, on va dire qui proposent, une solution pour un public qui est très, très, très large. Donc là, typiquement, on a des coûts qui sont assez importants de par les modèles qui sont utilisés. Dans les services du quotidien, on va avoir, des modèles d'IA qui vont être intégrés dans les solutions qui nous sont déjà proposées. Donc je dirais presque que ce coût, va être assez transparent pour l'utilisateur final. C'est-à-dire pour l'entreprise qui va l'utiliser. C'est juste l'outil, en termes de fonctionnalité, qui va être enrichi, qui va s'améliorer par rapport aux conséquents. Donc ça, c'est majoritairement pour faire face à la concurrence. Donc là, typiquement, on voit bien que en fonction de l'entreprise, si elle est utilisateur final, c'est-à-dire qu'elle consomme les outils, forcément, l'outil devenant plus perfectionné, l'outil sera peut-être plus cher. Donc il y aura forcément un coût de l'IA qui sera dans cet outil-là, mais en termes de services et de fonctionnalités qui sera apporté, il sera dans tous les cas, meilleur. Inversement, il y a ceux qui essayent dans leur entreprise de faire leur propre modèle d'IA. Parce que, par exemple, si je reprends le secteur bancaire, typiquement, eh beh, on va vouloir analyser les usages que, peuvent avoir leurs clients en fonction des moyens de crédit qu'ils vont pouvoir avoir. On va vouloir analyser, par exemple, les tentatives de fraude financière ou autre. Et donc là, typiquement, ce sont pas forcément les données qui vont être utilisées, ce sont des données qui sont sensibles et qu'on va pas forcément pouvoir externaliser de l'entreprise. Donc là, l'enjeu, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'on est en capacité de faire nos propres modèles d'IA pour pouvoir apporter une analyse, des outils d'analyse qu'on va pouvoir utiliser en interne au sein de l'entreprise? Forcément, ça a un coût. Ça a un coût humain parce que ça demande justement d'avoir des, heu, des, heu, des data scientists, donc des personnes qui sont formées à faire ces modèles-là, à les utiliser, à les mettre en œuvre ou autre. Et donc justement, ça permet d'avoir des services qui sont proposés en interne et qui permettent de venir enrichir les différents, éléments en tant que tels. Donc voilà, les différents services au quotidien. Donc ça dépend énormément au final du type d'utilisateur qu'on est. Si on est vraiment consommateur, ce coût-là, il sera noyé forcément dans le coût du produit final. Parfait. Et du coup, se pose la question, un peu, tu l'as évoqué, mais moi j'ai envie de te poser la question, la notion de souveraineté d'IA. Parce que quand on passe par ChatGPT, du coup, il y a tous les biais américains, les données tombent aux États-Unis, etc., et y compris la propriété intellectuelle. Enfin, tu connais ça par cœur. Ouais. Euh, ben,
comment on choisit quelle solution entre une solution sur étagère, une solution qu'on va développer ou co-développer et ben, c'est quoi le mieux ou qu'est-ce que tu conseillerais par rapport à cette situation si on est une petite entreprise et si on est une entreprise moyenne ou une petite entreprise et stratégique? Comment choisir, comment faire? La question est pas simple, Alors, ouais, la et question est très surtout la compliquée, réponse. mais je dirais que cette question qu'il y a sur l'IA, c'est la même question qu'on peut se poser sur le cloud. C'est la même chose. Donc sur tout ce qui est, externalisation des données. Donc c'est la même question qu'on va pouvoir avoir et la seule chose, c'est que j'espère que l'Europe ne recommettra pas les mêmes erreurs qu'elle a réalisées sur le cloud. Quand je vois par exemple sur le cloud européen, c'est 5 000 000 sur les 5 prochaines années pour, ce fameux cloud européen et si je prends par exemple l'investissement d'Amazon en R&D, c'est, 10 000 000 € par an. Donc voilà, donc ça nous donne typiquement un ordre d'idée, un ordre de grandeur et sur l'IA, effectivement, c'est la même chose qui est en train de se produire aujourd'hui. C'est-à-dire que, si on prend par exemple OpenAI, typiquement, ils sont fortement soutenus par Microsoft. Pourquoi? Parce que OpenAI va de plus en plus utiliser, l'infrastructure matérielle d'Azure, donc de Microsoft et on voit bien que c'est indirectement, c'est lié avec l'aspect cloud et on peut pas en faire autrement parce que, ceux qui vont fournir les modèles d'IA ne vont pas forcément venir fournir l'infrastructure matérielle qu'il y a derrière. Ça serait pas forcément rentable. L'infrastructure matérielle, elle est déjà présente chez certains et c'est sûrement plus rentable de venir faire des consortiums avec ces derniers-là pour pouvoir l'utiliser. Aujourd'hui, je dirais que, cette, verticalité, en Europe, on l'a pas. On l'a pas, pourquoi? Parce qu'on a loupé la partie cloud. Alors certes, on a des opérateurs cloud, OVH et cetera, mais on ne peut pas dire que ce soit OVH ne propose pas les mêmes services que va proposer, par exemple, un Amazon ou un Microsoft Azure. C'est pas du tout les mêmes services en termes de flexibilité et cetera. On est, sur des technologies qui sont très différentes et le marché qui est visé n'est pas du tout le même. Et donc là, on se retrouve un peu coincé par rapport à ces aspects-là. Là, bien entendu, on parle de gros modèles, de très, très gros modèles, de type, ChatGPT et compagnie. Certes, on a pas mal d'entreprises aujourd'hui, de start-up qui se lancent au niveau français, par exemple, sur ces aspects-là. Mais typiquement, ils vont arriver, avec les modèles grandissants, ils vont arriver avec, un besoin financier important. C'est-à-dire que s'ils n'utilisent pas des infrastructures qui sont déjà existantes, de type, infrastructure cloud qu'on a cité tout à l'heure, mais pareil, ici le coût financier pour mettre en œuvre ces grands modèles va être extrêmement importante. Donc aujourd'hui, c'est pour ça on voit de plus en plus de partenariats qui se lient. Typiquement, je dirais étant donné qu'on a perdu la guerre du cloud, typiquement aujourd'hui, on a perdu la guerre des données. C'est-à-dire que les données, elles vont être très souvent externalisées aux États-Unis, où là, on est sur, des lois en termes de vie privée qui seront totalement différentes. Dans certains domaines sensibles, on va pouvoir dire que nos données, on va pouvoir forcer l'entreprise, le service qu'on va vouloir utiliser, on va pouvoir lui dire: «Beh, voilà, au moins utiliser des serveurs qui sont, hébergés en Europe». D'accord? Donc ça, c'est déjà des choses qu'on fait aujourd'hui. Mais dans tous les cas, c'est vrai que cette, notion de données-là, elle est extrêmement importante et elle est difficile à venir à maîtriser parce qu'aujourd'hui, on maîtrise pas forcément l'infrastructure matérielle qu'il y a en deçà. Je dirais pour une entreprise moyenne, typiquement en fonction des modèles qu'ils vont générer et qu'ils vont réaliser, on va se retrouver avec, des modèles qui seront beaucoup plus qui pourront être réalisés des modèles qui pourraient être réalisés en interne. Donc là, typiquement, on va se retrouver, sur ces aspects-là, c'est-à-dire, on va pouvoir héberger nous-mêmes les modèles qui seront faits, par exemple en interne. Ça ne sera pas forcément des gros modèles, beaucoup moins gros que ChatGPT parce que le service qui est fourni ne sera pas le même. Donc voilà, ça va encore une fois dépendre du service final, du service applicatif qu'on va pouvoir avoir. Alors, je vois qu'on a une question d'Olivier Boutin qui demande justement les textes réglementaires concernant la souveraineté de données.
mais également la législation concernant les droits d'auteur et les éléments obtenus par l'IA générative. Alors, je te laisse répondre. Après, je pourrais peut-être compléter, peut-être si ces Alors là, informations. ouais, je pense que sur la partie un peu législatif, tu seras peut-être le plus à même à pouvoir répondre, Patrice, sur cette partie-là. Ouais. Donc, effectivement, il y a l'IA Act qui est un texte, qui est un règlement européen qui est en cours de traduction, donc qui a été voté et acté, qui prévoit 4 catégories d'IA. La première, celle qui est strictement interdite parce que extrêmement dangereuse, c'est une arme, une bombe nucléaire, ça tue, clairement. Ensuite, celle qui représente des risques, où là, il doit avoir un contexte examiné, etc. Celle qui est limitée, où là, il va avoir effectivement tout un tas d'analyses de risques, d'études d'impact, etc., sur les usages et évidemment les conséquences pour la vie humaine et puis la biodiversité, enfin tout un tas de paramètres. Et puis, le dernier critère, qui sont les IA nuls ou à champ très limité, où là, grosso modo, l'encadrement ne sera pas, enfin, l'étude de risque ne sera pas nécessairement nécessaire. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a le renforcement réglementaire. Donc, il y a le RGPD, hein, qui est aujourd'hui connu et largement, je dirais, apprécié et introduit dans les entreprises. Plus récemment, vous avez le droit sur les données de santé qui a été libéré et le droit sur les données que vous fabriquez, notamment machine-machine, qui est en cours de libération aussi. Donc, on voit bien que l'architecture européenne vient justement offrir le gisement de données. Alors, il va falloir les travailler, les anonymiser pour les introduire dans les machines pour en faire un usage. Et puis l'autre volet, effectivement, il y a les droits d'auteur. Alors les droits d'auteur, on reste propriétaire de sa production, hein, que ce soit IA ou pas. Ensuite, c'est réutilisé par l'IA. On voit qu'il y a des choses qui sont introduites et là aussi la vision européenne n'est pas la vision, je dirais, anglo-saxonne ou même les Anglais, par exemple. Je me souviens d'une œuvre d'art qui a été créée et considérée comme œuvre d'art en tant que telle par Sotheby's il y a à peu près 3-4 ans, qui a fait d'ailleurs une jurisprudence en Angleterre où il a été considéré que en fait, l'IA était simplement qu'un outil ou un nouveau stylo, et c'est bien la personne qui définit l'usage et qui demande à l'IA de créer telle sorte de tableau, et là en l'occurrence c'était un tableau, qui est l'auteur. Donc voilà, et quelque part, tout le droit, et notamment un rapport du Conseil d'État, rappelle que c'est l'IA qui est au service de l'homme et non l'inverse. Donc simplement pour récapituler le cadre, il y a des réglementations européennes qui sont introduites. De plus en plus, on va légiférer à la fois de manière sur les systèmes et évidemment sur les données et les usages et le fonctionnement. En fait, quelque part, pour faire court, on va réglementer les ingrédients qui sont les données, réglementer également les usages et donc les résultats. Et ensuite, la mayonnaise, il y aura un devoir de transparence. Pour faire court, c'est un peu ça le champ d'évolution, mais en fait, tout élément qu'on introduit dans l'IA, dès lors qu'il y a une trace de propriété ou de données personnelles, on en est propriétaire ou copropriétaire, ou tout au moins on doit avoir une autorisation de la faire circuler ou d'en donner l'usage, quelque part. C'est un peu ça, voilà. C'est un peu ça. Voilà, je te laisse la parole peut-être, David, parce que je vois l'heure tourner et peut-être une dernière question pour conclure. Et d'un point de vue macro, est-ce qu'on a une logique de puissance de l'IA et de géopolitique de l'IA, notamment avec la puissance chinoise qui est très en avance? On s'occupe des États-Unis, mais les Chinois sont très avancés, je crois. Alors, c'est sûr que, d'un point de vue, géopolitique, typiquement, on voit que, l'IA va avoir un impact de plus en plus fort.
On le voit bien sur, la manipulation de l'information ou autre. Ça permet d'automatiser, on va dire, certaines positions de certains gouvernements sur les réseaux sociaux ou autres. Donc derrière, c'est pas forcément des humains qui vont taper les messages sur l'ensemble des réseaux sociaux, ça va de plus en plus être automatisé par l'IA. Et donc on voit bien que typiquement, on a, d'un point de vue géopolitique, il y a des impacts qui vont dépasser les frontières, clairement. Hem, c'est la même chose, hein. Ici, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une valeur de l'IA qui est extrêmement importante. Par exemple, typiquement, on a vu les États-Unis qui voulaient, à un moment donné, forcer le rachat de TikTok, typiquement, pour récupérer les algorithmes d'IA qu'il y avait, sur TikTok. Donc, TikTok, ça vient c'est fourni par une boîte chinoise. Et typiquement derrière, parce que quel type de traitement, d'analyse des données sont faites sur les personnes d'un certain pays? Et ça, le seul moyen de réellement de le savoir, c'est en ayant le modèle en tant que tel. C'est-à-dire, quelles sont les entrées qu'on va donner, quelles sont les caractéristiques des différents messages, des différentes données qu'on va pouvoir fournir à ces modèles-là. Et donc là, typiquement, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un enjeu énorme sur justement cette appropriation de l'IA, parce qu'il y a des avancées qui sont faites et derrière, il y a des moyens qui sont injectés et donc certains gouvernements injectent beaucoup, beaucoup de moyens. Il y a beaucoup de dumping qui est fait également sur, ces aspects-là. Donc oui, il y a un impact géopolitique qui est très, très fort. TikTok, c'est par exemple un très bon exemple de ce qui est fait en termes d'IA, en termes d'IA de recommandations, on va dire. Parce que l'objectif, c'est surtout sur, les recommandations qui peuvent être faites à leurs usagers et on voit bien que ça peut, facilement influencer le comportement des personnes qu'il y a derrière, hein, parce qu'on peut, facilement venir les restreindre à un ensemble de données qui peuvent être orientées. Donc voilà, donc oui, donc d'un point de vue géopolitique, la manipulation d'informations, on va en entendre parler de plus en plus, clairement. Tout à fait, c'est un enjeu majeur pour notre démocratie avec des outils d'IA qui font des fake news, enfin, à tel point qu'il faut d'autres outils pour détecter les fake news. C'est effectivement pas simple. Simplement, je vois des questions qui émergent dans le chat, notamment des questions de Gauthier Most qui pose la question, est-ce que les services payants garantissent la protection des données? Et puis, autre question, est-ce que l'IA n'est-elle pas en train de recréer une fracture numérique? David? Alors, sur la garantie de la protection des données, là, ça va dépendre vraiment du contrat qui va être établi entre, donc c'est sur les services payants, ça dépend vraiment du contrat qui va être établi avec l'entreprise. Typiquement, sur le contrat, ce qui va primer, c'est, où les données vont être externalisées. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise s'engage à garder, par exemple, les données en Europe? Dès qu'elles sont en Europe, elles sont sous le coup de la RGPD et donc là, typiquement, on est quand même plutôt bien couvert sur certaines, en tout cas sur la protection des données, d'un point de vue législatif. Après, c'est toujours compliqué de savoir précisément comment la donnée est exploitée, ce qu'ils en font et cetera, étant donné que, ce sont des modèles qui sont, voilà, qui sont très boîte noire. Et on ne sait pas vraiment ce qu'ils exploitent. Les modèles, ils ne les donnent pas et ils les donneront jamais parce que ça fait la valeur de l'entreprise. La valeur de l'entreprise, elle réside dans ce modèle-là. Et c'est même parfois la difficulté dans certains outils, par exemple, de proposer des modèles qui sont en local, parce que qui dit modèle en local, on est en capacité de pouvoir retrouver la structure du modèle. Et donc là, typiquement, il peut y avoir une perte de valeur pour l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font en sorte de proposer des services cloud, non pas parce que c'est le seul moyen de le faire. C'est souvent des modèles qui sont pas forcément très gros, qui pourraient être faits localement. Mais par contre, ça permettrait de retrouver précisément la structure du modèle. Si on perd la structure du modèle, typiquement, on perd ce qui fait la valeur de l'entreprise. Donc voilà, donc ici, c'est la difficulté. En tant qu'utilisateur, qu'on soit une entreprise ou un particulier ou autre, il faut rester vigilant tout de même à là où vont être hébergées les données qui vont, enrichir, ces modèles-là. Voilà, si on reste en Europe, on est couvert par, la loi européenne qui est très stricte, la RGPD est extrêmement stricte. Si on part aux États-Unis, on est sur des lois qui peuvent être
si on voit sur le Patriot Act ou autre, qui peuvent être beaucoup plus souples d'un point de vue, on va dire concurrence entre entreprises ou autres, puisque le gouvernement américain peut avoir accès quasiment à tout type de données assez plus facilement, on va dire. Autre question de Monsieur Guillou, qui dit que, sans vouloir caricaturer, la limite des IA, c'est la puissance de calcul aux infrastructures. Et du coup, est-ce que les capacités de calcul vertigineuses, notamment le quantique, sur lequel d'ailleurs tu travailles, n'ouvrent pas des champs de non-maîtrise des IA? Alors, alors ça, le quantique, c'est très, très particulier parce que, c'est un peu comme la fusion nucléaire. On est sur, des technologies qui vont arriver dans un nombre d'années très important. Donc on parle facilement de 50 ans, 100 ans, facilement. On va dire à l'échelle supérieure à 50 ans. Ce qui est dans le domaine numérique, 50 ans, c'est très, très, très important. Il suffit de voir les progrès qu'a fait, en IA ces dernières années et justement, c'est dû à la puissance matérielle. Aujourd'hui, c'est pas forcément le quantique qui va nous intéresser parce qu'il est à trop long terme, c'est-à-dire que on voit bien avoir des ordinateurs qui dépassent les milliers de qubits. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Hem Et on voit bien, par exemple, pour venir utiliser les caractéristiques de ces ordinateurs, il nous faudrait des ordinateurs à plusieurs millions de qubits. Donc là, typiquement, on se retrouve d'un point de vue progression technologique, on est encore limité. Donc on a le temps, ça va arriver, on le sait, mais dans tous les cas, ça va arriver dans le long terme. Là, typiquement, l'IA, on l'a vu, je vous dis, peut-être pour les véhicules autonomes, réellement, ce qui va se passer, c'est pas avant 30 ou 40 ans que le véhicule soit pleinement autonome, parce qu'il faut la puissance matérielle derrière et que cette puissance matérielle, la plupart du temps, soit embarquable ou que l'infrastructure réseau nous permette de pouvoir externaliser certaines données. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça va probablement arriver. On voit bien la puissance matérielle de ces dispositifs très spécifiques conçus, enfin, en tout cas on va dire des processeurs, des SoC qui sont spécifiques à l'IA. On voit bien que c'est en plein boom. Il y a énormément de travaux de recherche qui sont faits dessus et donc on sait que la puissance matérielle pour ces dispositifs-là, pour ces modèles, elle va être décuplée dans les années à venir et facilement décuplée. Donc on voit bien que oui, l'IA va progresser, elle va progresser très vite et donc à terme, on va arriver justement avec une architecture conventionnelle en termes d'unités de calcul. Mais par contre, ce seront des architectures qui sont très spécifiques à ces modèles-là. On a déjà des architectures spécifiques, mais en tout cas, ça va s'améliorer grandement. Et donc l'IA va fortement progresser grâce à ça. Ça, c'est certain. Le quantique, on en est encore très loin. Parfait. Mais je vois l'heure tourner. C'est très bien qu'on ait abordé justement le quantique et sur les notes justement d'évolution. Écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Une dernière question peut-être avant de nous quitter. Parfait. Écoutez, nous vous remercions beaucoup. Si vous avez des questions à nous faire parvenir, n'hésitez pas à renvoyer un message à Karine Duo et puis évidemment à toute l'équipe qui organise cette semaine, ce printemps du numérique. On est à votre disposition pour répondre. Et puis, on vous remercie. N'oubliez pas de remplir le questionnaire de satisfaction ou non qui se trouve dans le chat. Et puis, au plaisir de se retrouver. Merci beaucoup. Merci à tous. Ben, merci Merci à tous. David. Merci Merci David, merci Patrice. Au À revoir. bientôt. Et n'hésitez pas, effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, à bientôt. À bientôt. Bonne journée.